Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Virtual Tour UX, c'est Pascal Curtil de GFI, et aujourd'hui on va parler ensemble d'un sujet qui est très intéressant, avec un titre un petit peu racoleur, mais vous allez voir que ce n'est pas pour rien. Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft font l'UX. Eh bien on va découvrir à travers quelques exemples que ce sont effectivement des entreprises majeures à prendre en compte dans vos projets UX. Alors comment ça se passe? Comment ils font l'UX? On va voir qu'en déposant des brevets, pour protéger leur découverte et la manière dont ils conçoivent les expériences utilisateurs, eh bien vous allez voir que les chiffres sont assez impressionnants. On va voir des exemples aussi, c'est super. Ensuite, en prenant des parts de marché, là aussi, les parts de marché, c'est-à-dire à partir du moment où vous avez des devices mobiles ou des ordinateurs portables, eh bien les systèmes d'exploitation qui sont maîtrisés par ces grosses firmes vont eux-mêmes vous inviter à des expériences utilisateurs spécifiques. Eh bien, en prenant des parts de marché, ils arrivent à déployer leur design system et puis leur type d'expérience utilisateur sur l'ensemble du marché. Et 3, en créant des design systems, ça c'est un mot qu'on va voir, je vais vous l'expliquer et puis je vais vous montrer 3 exemples, les 3 plus importants. Donc en créant des design systems, eh bien on peut façonner, comme ça ces grandes entreprises façonnent les expériences utilisateurs que nous avons tous les jours sur nos mobiles, sur nos ordinateurs, etc. Voilà comment ils font. Alors les brevets UX des GAFAM, regardez les chiffres. Le nombre de brevets, je vous ai trouvé sur le FPO, qui est la base de données américaine des brevets. Je vous ai trouvé le nombre de brevets liés à la user experience déposée par les GAFAM. Google a déposé 8303 brevets. Apple a déposé près de 6000 brevets. Facebook 3000. Amazon presque 4500. Et Microsoft plus de 15 000. Ça veut dire qu'à elles seules 5, elles ont déposé 36 800 brevets liés à l'UX. C'est énorme, 36 800 brevets. Quand on sait qu'un brevet déposé aux États-Unis, c'est entre 10 000 et 100 000 $, un brevet. Donc là, on en a 36 800 qui concernent l'expérience utilisateur. Donc c'est un sujet majeur pour ces grandes firmes. Alors ensuite, je vous ai sorti 3-4 exemples de brevets. Pour toutes celles et ceux d'entre vous qui ont des Apple Watch, vous voyez que ici vous avez un design que vous allez reconnaître avec le Move Exercise Stand, c'est-à-dire les ronds concentriques qui permettent de suivre l'évolution de son déplacement et puis de sa consommation de calories, etc. Eh bien, ça a été filed en 2019. Ça s'appelle le display screen ou une portion de display, puisque sur les brevets américains c'est un petit peu tous les mots sont importants, avec une interface utilisateur graphique. Et ben ça c'est déposé. Cet enchevêtrement de cercles concentriques est déposé. Et alors pour la petite histoire, pour les amateurs d'Apple, vous voyez que dans les inventeurs, puisque quand on dépose un brevet, on a toujours un ou plusieurs inventeurs, qui sont des personnes physiques, pas des personnes morales, eh bien vous avez Jonathan P. Ive, qui est qui a été le gourou jusqu'à fin 2019 du design Apple, et qui a piloté le design Apple pendant une vingtaine d'années. Donc voilà, donc Jonathan P. Ive fait partie des inventeurs de ce type d'interface. Et ce que ça a donné, ben voilà ce que ça a donné sur l'Apple Watch en vrai. Et bien ça, ce design-là, il est déposé par Apple. Ensuite, Google et l'interface de paiement des apps, ça c'est un brevet qui date de 2017, vous voyez, de mars 2017. Et puis, ça s'appelle une interface utilisateur commune d'achat. Et donc du coup, vous voyez, ça je vous ai extrait un schéma de ce brevet-là, et qui vous indique, vous voyez, il y a plein de petits chiffres qui indiquent comment Google représente son interface d'achat d'applications. Voilà, et ça c'est décrit et ça c'est déposé. Donc si vous voulez demain vous faire concurrence à Google en faisant exactement la même chose, eh bien vous ne pourrez pas, à moins de payer une licence à Google. Et il a été filed en 2013 celui-là, donc ça fait déjà un moment qu'ils ont cette idée-là et qu'ils ont commencé à la mettre sur papier. Ensuite, Amazon et le contenu recommandé. Là, si vous avez notamment Amazon Prime et Prime Video, vous allez reconnaître des choses. Là, on a un menu qui apparaît sur la gauche de l'écran. Et puis, vous avez ici une interface de contenu recommandé qui vous recommande différents types de contenus, des contenus promotionnels ici, des contenus que vous avez vus récemment, votre watchlist, c'est-à-dire ce que vous souhaitez regarder, vos contenus qui sont in progress, c'est-à-dire ce que vous êtes en train de regarder, parce que quand vous regardez des films, par exemple, vous
regardez pas toujours tout le film complet. Et donc cette interface-là, elle s'appelle User Interface for Access of Content. Elle a été déposée par Amazon, vous voyez, il y a un certain nombre d'inventeurs. Elle a été filed en 2012, et bien c'est cette interface que vous retrouvez sur Prime Video aujourd'hui. Et ça, c'est déposé. Quatrième exemple, Microsoft et l'interface des tablettes Surface est intéressante aussi celle-ci. Il a été déposé en 2015, mais filed donc commencé à être documenté en 2006. C'est une interface, donc ici vous avez un écran tactile, et je vous ai extrait aussi un schéma du brevet. C'est un écran tactile où que vous soyez de n'importe quel côté de l'écran, vous avez la possibilité de faire apparaître une interface, et ça s'appelle interface utilisateur à orientation variable. Et ça, qu'est-ce que ça a donné ? Eh bien, aujourd'hui, si vous avez la chance d'en avoir une ou d'en avoir vu, eh bien, c'est ce qui a donné aujourd'hui la table tactile Microsoft Surface. Vous voyez avec l'illustration ici, vous avez plusieurs personnes de chaque côté de la tablette Surface. Eh bien, l'interface utilisateur qu'ils utilisent, c'est celle qui a été déposée par Microsoft sur ce brevet. Voilà, donc vous voyez que sur les brevets, c'est vraiment très important. On a près de 40 000 brevets déposés par les GAFAM, par uniquement les GAFAM, sur l'expérience utilisateur, donc c'est un vrai sujet pour eux, donc ça doit être un vrai sujet pour vous aussi. Maintenant, une autre façon de prendre le marché sur l'expérience utilisateur, c'est évidemment les parts de marché. Et ici, je vous ai mis un extrait de chiffres Kantar. Sur les ordinateurs, vous voyez ici sur le schéma de gauche, plus de 80% de Windows, presque 10% de Mac, et 10% de Linux qui sont utilisés plutôt dans le domaine professionnel. Et puis sur les téléphones, c'est encore différent, puisque vous avez 80% d'Android et 20% d'iOS. Donc globalement, si je schématise, sur le marché des OS mobiles, vous avez 80% d'Android et 20% d'iOS. Donc Apple et Google, eh ben, en fait, façonnent l'expérience utilisateur que vous et moi, on a sur nos téléphones portables. Ça, c'est sur les parts de marché. Ensuite, troisième élément, les design systems des GAFAM. C'est là que ça devient intéressant. Ils en ont chacun un design system, c'est les composants, tous les composants de base et toutes les descriptions de base qui vont vous permettre de façonner et qui permettent aux GAFAM de façonner les expériences utilisateurs qui nous font vivre et par extension les expériences utilisateurs que vous allez faire vivre à vos clients. Chez Apple, ça s'appelle la Human Interface Guidelines. Chez Google, ça s'appelle le Material Design. Et chez Microsoft, ça s'appelle le Fluent Design System. Donc si vous entendez ces éléments-là, ces mots-là, eh bien en fait, ces références, ça parle des design systems des GAFAM. Alors je vous ai illustré ça. Sur le iOS, par exemple, les lignes guides fournies par Apple sont disponibles, mais comme tous les design systems des grands, sont disponibles gratuitement sur Internet, donc vous pouvez consulter des sites. Sur Apple, je vous ai mis d'ailleurs les URL ici pour aller voir les design systems. Sur Apple, ils sont menés par quelques mots-clés qui sont l'intégrité esthétique. En général, c'est assez épuré, c'est assez seamless. La cohérence, évidemment. La manipulation directe, ça c'est important. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je manipule quelque chose, il faut que ce soit direct depuis je fais quelque chose et il se passe quelque chose en retour. Le feedback, c'est le retour. Les métaphores, ce sont les métaphores de la vraie vie. On le reverra dans un autre design system. Et puis le contrôle utilisateur. Voilà. Donc à partir de ça, vous allez être capable d'aller piquer des éléments pour construire votre propre expérience, c'est-à-dire pour construire votre app, pour construire votre intranet, pour construire votre site internet, votre site de commerce, etc. Chez Google, ça s'appelle le Material Design. Donc Android, les lignes guides fournies par Google, et là vous voyez qu'on retrouve dans les mots-clés, c'est-à-dire dans ce qu'il propose de manière globale, créer, unifier, personnaliser, métaphore du réel, hein, on avait déjà trouvé ça chez Apple, intention, c'est-à-dire à partir du moment où j'ai une intention, eh bien je dois pouvoir la mettre en œuvre facilement. Mouvement signifiant, on retrouve un petit peu aussi du Apple dans le mouvement signifiant, c'est-à-dire quand je fais un mouvement, de jeter quelque chose, par exemple, de jeter dans une corbeille, eh bien ce mouvement il doit être signifiant, donc il doit avoir, on va dire, la forme que je veux donner à l'action que je veux réaliser. La flexibilité et le cross-platform aussi, qui est un élément important qu'on va retrouver chez Microsoft. Donc ça, c'était le Material Design Google. Troisième élément important, le Fluent Design System de Microsoft.
Vous vous rappelez tout à l'heure, hein, selon Kantar, Microsoft a à peu près 80% du marché sur les OS d'ordinateur, hein, donc c'est vraiment pas à négliger. Et les principes clés de Fluent, c'est simplicité et cohérence, on a déjà vu la cohérence avant, naturel sur chaque terminal, donc ça c'est intéressant puisque l'idée c'est d'avoir une expérience sans couture, que vous ayez un smartphone, que vous ayez une tablette, que vous ayez un portable ou un ordinateur desktop avec un grand écran, voire même, rappelez-vous du brevet Amazon sur Prime Video, voire même sur une Smart TV. Voilà. Donc naturel sur chaque terminal, intuitif et puissant évidemment, et puis ce que recherche tout le monde c'est engageant et immersif ici. Ça c'est important aussi, puisque immersif ça veut dire qu'il faut que je me sente bien et que je me sente immergé dans l'expérience qu'on me propose, et engageant ça veut dire que cette expérience-là doit me porter à faire des actions. D'accord ? Donc Fluent Design System de Microsoft, qui est un élément à connaître aussi. Alors, maintenant, la grosse question, c'est pourquoi vous auriez à prendre en compte ce que font les GAFAM en matière d'UX. Pour respecter l'état de l'art, premier sujet, ça c'est important, puisque e-design, nos amis les GAFAM designent le gros de l'expérience utilisateur. Donc vous pouvez vous dire, je vais être hyper disruptif, je vais pas du tout faire ce qu'ils me proposent, mais ça va engendrer des problèmes dans vos projets, hein. Ça veut dire que les utilisateurs, pour faire simple, le plus gros sujet que vous pouvez avoir, c'est que les utilisateurs ne vont pas comprendre ce que vous voulez faire. Et ils ne vont pas comprendre ce que vous leur proposez. Donc ça, c'est un problème. Donc respecter l'état de l'art est un vrai sujet. Trouvez des idées, puisque dans ces design systems, je pense qu'il y aura d'autres vidéos pour les détailler, mais dans ces design systems, vous avez énormément d'idées, vous avez énormément de templates, et ça va vous permettre d'avoir des points d'appui pour créer vos propres expériences utilisateurs. Gagner du temps, on revient sur le sujet des templates. Gagner du temps, bah évidemment, vous avez plein de templates gratuits à disposition qui vous permettent de faire tout type d'écran. Donc ça, vous intégrez ça dans votre projet ou dans vos projets, et puis ça va vous permettre d'aller plus vite dans la confection de vos écrans et au final dans la confection, dans la création de votre expérience utilisateur. Et enfin, sécurisez vos publications, parce que si vous faites notamment, si vous développez des applis mobiles, eh bien si vous ne respectez pas les guidelines des éditeurs de ces applis mobiles, hein, que ce soit sur l'Apple Store ou sur le Google Play, eh bien vos applis, elles pourront être refusées. Et donc à ce moment-là, il va falloir les refaire l'expérience utilisateur à l'intérieur pour qu'elle soit acceptée dans les stores. Donc sécuriser vos publications, c'est aussi ce que permet de faire la prise en compte de ce que nous proposent les GAFAM. Ensuite, comment on fait ça? Alors, premier sujet, c'est dans vos cahiers des charges. Donc à chaque fois que vous éditez un brief ou un cahier des charges, il faut que vous ayez une idée de la cible en termes de système d'utilisation que vous allez avoir, et simplement dans votre cahier des charges, vous allez inviter vos prestataires, vos équipes techniques, les gens qui vont produire, qui vont concevoir et produire, à prendre en compte les design systems correspondants. Donc vos cahiers des charges, vos briefs, etc. doivent contenir quelque chose là-dessus. Vos UX designers, hein, ça paraît tout bête, mais vos équipes d'UX en interne doivent évidemment à tout le moins être sensibilisés à ces design systems, et dans l'idéal, les connaître et les pratiquer. Hein, c'est ce qui permettra d'aller au plus vite dans la conception des projets et d'aller dans la meilleure expérience possible. Et évidemment, vos équipes techniques et vos prestataires. Si je parle des équipes techniques, c'est simplement que l'UX et l'expérience utilisateur ne s'arrêtent pas à l'équipe UX design. Hein. Il n'y a pas un fossé là, il y a l'équipe technique et les deux doivent travailler ensemble. Donc ça veut dire qu'à tout le moins, vos équipes d'intégrateurs et vos équipes de développeurs doivent être sensibilisées un minimum à ces design systems, puisqu'ils vont aussi y trouver des composants techniques qu'ils vont pouvoir réutiliser et intégrer pour fabriquer vos applications, vos sites, etc. Donc vos équipes techniques et prestataires, c'est important. Ensuite, des conseils pour réussir, il y en a quelques-uns. Assurez-vous que vos UX maîtrisent, j'en ai déjà parlé. Hein, ça, c'est important que votre population d'UX et d'UI designer soit très au fait de ce qui se fait chez les GAFAM en matière d'expérience. Suivre les évolutions, ça c'est important puisque ça vous permettra d'anticiper un peu les tendances si vous suivez les évolutions des design systems des GAFA. Ça va être intéressant pour l'évolution de vos projets. Ensuite, 3, vous en servir de point d'appui, ça c'est probablement le conseil le plus important, c'est-à-dire que les design systems des GAFAM, il ne faut pas uniquement les utiliser pour ceux qu'ils sont. Vous prenez ce qu'il y a dedans qui vous intéresse et qui est intéressant,
Et derrière, c'est là que vous allez commencer à créer votre expérience utilisateur. Et la disruption, elle va pas venir de ce que vous utilisez, ces design systems, elle va venir de ce que vous les avez intégrés, vous les connaissez, et après vous allez transgresser les règles pour créer des expériences qui sont différenciantes et qui sont innovantes. C'est ça le sujet. Donc vous en servir de point d'appui, c'est ce qu'il faut retenir. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Donc les GAFAM font l'UX et effectivement vous avez vu que c'est vrai à travers des dépôts de brevets, à travers les design systems notamment. Et donc du coup, voilà comment vous pouvez vous servir de ça pour délivrer de nouvelles expériences utilisateurs, des expériences différenciantes, des expériences innovantes. J'espère que ça vous a plu. Passez une très bonne journée et puis je vous dis à bientôt pour un autre épisode. Ciao!